idéologie mortifère, contre la haine des Blancs et de l'Occident. L'Institut Iliade publie un nouvel ouvrage, Le privilège blanc, de Georges Giscard, qui analyse la généalogie du concept, ses motivations profondes, les dangers qu'il représente et en propose une réfutation. Le privilège blanc, qui veut faire la pause européen? En vente à la boutique de l'Iliade et à la Nouvelle Librairie. Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit, consacrée aujourd'hui à un grand psychanalyste ou un grand psychologue analytique, Carl Gustav Jung, médecin psychiatre donc de formation, d'origine suisse, grand explorateur de la psyché, mais également grand explorateur du monde, puisque ce fut un grand voyageur, et notamment des grandes religions, des grandes traditions spirituelles. C'est une œuvre considérable qui se construit au départ dans la filiation, le mot je crois est exact pour plusieurs raisons sur lesquelles nous reviendrons, dans la filiation freudienne, mais qui très rapidement en diverge pour construire sa propre appréhension de l'âme et de l'inconscient. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, Françoise Bonnardel. Françoise Bonnardel, vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie des religions à la Sorbonne, vous avez publié un grand nombre d'ouvrages, dont un consacré à Carl Gustav Jung, intitulé Jung et la gnose, c'était aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Nous avons une pensée pour Pierre-Guillaume de Roux aujourd'hui, bien sûr, et c'était en 2017. Ouais. Avec nous également Jean-Jacques Venonberger, philosophe également, professeur de philosophie à l'université Jean Moulin de Lyon. Vous vous intéressez beaucoup, entre autres domaines évidemment, aux questions liées à l'imaginaire et au symbolisme. Forcément, vous avez rencontré l'œuvre de Jung. Vous avez vous-même publié de nombreux ouvrages, dont un sur Freud, entre science et religion, aux éditions L'Esprit du Temps, c'était en 2013. Et vous avez consacré également des ouvrages, puisque j'évoquais la question de l'imaginaire, à Gaston Bachelard, qui fut l'un de vos maîtres, entre autres, bien entendu. Avec nous également Alexandra Arcet. Vous êtes essayiste, vous exercez également la psychanalyse. Vous avez publié en 2018 un ouvrage intitulé « Expérience de la mort imminente, l'approche jungienne ». Oui, c'était aux éditions Temps Présent. Et vous publiez, alors ces jours prochains, un nouvel ouvrage consacré à Jung, qui s'intitule « Jung et l'occulte ». La psychologie analytique au regard de la tradition. Alors la tradition avec un T majuscule, c'est la tradition... Qui réfère à René Guénon. À René Guénon, voilà, la tradition primordiale et à cette école de pensée métaphysique. Donc votre ouvrage est une confrontation des perspectives jungiennes et guénoniennes. Et c'est aux éditions R et N. Voilà. Alors Françoise Bonnardel, j'ai évoqué, et comment ne pas commencer par là, cette filiation un peu particulière de Jung avec Freud, puisque Freud considère d'abord que cet esprit-là, l'esprit de Jung est très prometteur. Il voit en lui son dauphin dans la promotion, dans la défense et dans l'exploration de la psychanalyse. Donc leur relation commence sur un mode donc filial du côté de Jung, sur un mode amical, et puis assez rapidement se transforme et devient beaucoup plus tendu, beaucoup plus critique, tout simplement parce que leur perspective, et la perspective de Jung, n'est pas, c'est le moins que l'on puisse dire, parfaitement superposable à la perspective de Freud. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est de cette relation initiale entre Freud et Jung, et comment Jung prend, et pourquoi surtout, Jung prend peu à peu une forme d'indépendance à l'égard du maître freudien? Alors, ce n'est pas une mince question. Dans la mesure où les adversaires de Jung se sont beaucoup servis de cette relation pour diaboliser le fils ingrat, qui aurait commis le meurtre du père et qui donc aurait été infidèle à Freud en tant que personne et à sa pensée.
En fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, dans la mesure où, d'abord, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que à partir, disons, pour simplifier, à partir des romantiques allemands et à la fin du XIXe siècle, la question de l'inconscient, de son existence et de son exploration était dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on sent très bien que cette question, chez Hartmann en particulier, ce qui n'est pas pour minimiser les découvertes, mais pour dire simplement que on n'a pas inventé de A jusqu'à Z cette notion et l'envie, le besoin de l'explorer. Que d'autre part, la formation de Jung s'est faite indépendamment de celle de Freud, totalement indépendamment. Jung était à Zurich, à Bâle, puis à Zurich, Freud était à Vienne. Jung a lu, dès le début du siècle, du XXe siècle, il a lu La science des rêves en particulier, mais les relations avec Freud n'ont commencé qu'alors que Jung avait déjà acquis une formation. Donc, si vous voulez, il faut faire attention quand on le présente comme un disciple de Freud, un disciple direct, dont la trahison aurait été d'autant plus insupportable. En fait, leurs relations ont commencé peu à peu, mais elles n'ont duré finalement que de 1907 à 1913. Oui, c'était très peu. La correspondance atteste de ce temps d'échange qui a été effectivement au début extrêmement chaleureux de la part des deux d'ailleurs. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que même après la rupture, Jung n'a jamais raté une occasion de rendre hommage à Freud. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il se sentait lié à ses idées. Mais la dette était reconnue comme telle. Bon, alors effectivement, au cours de ces années, et surtout à la faveur des recherches que Jung a conduites et qui vont l'amener à écrire Métamorphose et symboles de la libido, aujourd'hui connu sous le titre Métamorphose de l'âme et ses symboles, eh bien, à la faveur de ces recherches, Jung a commencé à diverger. Alors cette divergence précisément, elle porte sur quoi? Parce qu'on dit beaucoup, enfin il y a les mots fameux de Freud disant surtout rester fidèle, Jung, à la théorie sexuelle, n'abandonnez absolument pas la théorie sexuelle pour prévenir le flot de vases noirs, de l'occultisme, oui, bien sûr, d'une certaine manière. Donc cette divergence, en quoi Freud est-il fondé à soupçonner Jung de vouloir abandonner la théorie sexuelle? Il est très clair qu'au fil des années donc, et de cette correspondance, on voit très bien que Jung se met à douter du caractère exclusivement sexuel de la libido. C'est-à-dire qu'il va très vite remplacer la notion de libido par celle d'énergie psychique. Donc sa conception, si vous voulez, de la libido est beaucoup plus large. Elle inclut la sexualité, mais elle ne s'y réduit pas. D'autre part, Jung découvre l'univers des symboles et des mythes. Alors, on ne peut pas dire que Freud y était totalement hostile, puisqu'il dit même, à un moment donné, que quelqu'un viendra qui explorera ce que lui n'a pas eu le temps d'explorer. Mais il est certain que, couplé à cette redéfinition de l'énergie psychique, l'exploration des symboles et des mythes prend une autre relation. Et il y a d'autre part que cette exploration conduit Jung à prendre en compte le phénomène religieux, qu'on peut dire que Freud avait liquidé d'une certaine manière, un peu plus tard, avec l'avenir d'une illusion, effectivement. Mais Jung n'adhère pas du tout à l'idée que la religion soit un symptôme névrotique, en gros. Vous voyez, lié à la figure du père en particulier. Donc ça fait déjà au moins 2 ou 3 raisons d'éloignement. Bon, et d'autre part, Jung, effectivement, à un moment donné, sent que son propre chemin d'individuation, qui va d'ailleurs suivre, enfin en tout cas commencer de façon fracassante avec les premières visions du Livre Rouge en 1912, fin 1912-1913, eh bien, effectivement, Jung va
a constaté qu'il ne peut plus rester le dauphin, entre guillemets, présumé que Freud avait souhaité. Alors, avant d'en venir, parce que là, ce sont déjà des explorations et des notions clés que vous avez posées et qui décrivent un peu la topographie ou la topologie de l'inconscient selon Jung, on évoque donc à propos de Jung, non pas la psychanalyse, mais la psychologie analytique. Enfin, c'est la formulation qu'il a défendue très largement, ou la psychologie complexe, dit-il, peu importe. Donc, si l'on s'attarde d'abord sur le Jung psychologue, disons. Il y a des notions que l'on utilise aujourd'hui, toujours, comme celle d'introversion ou d'extraversion, que Jung a mises en avant et qu'il a exploré, qu'il a développé. De même, d'ailleurs, ce qu'il appelle les fonctions de la psyché, les 4 fonctions de la psyché. Ce Jung, disons directement psychologue au premier chef, avant d'entrer dans cette exploration de l'inconscient tel qu'il le conçoit, que peut-on en dire? C'est quoi ces concepts d'introversion, d'extraversion, et ces fonctions de l'âme, intuition, sentiment, pensée, raison? Jean-Jacques Willenberger? Oui, je crois que Françoise a raison de dire que Freud et Jung doivent être réinsérés dans un grand mouvement culturel qui remonte au début du XIXe siècle et qui revoit en fait toute la psychologie classique, philosophique, et qui essaie de cerner justement beaucoup plus les dynamismes, les forces que les formes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a effectivement dans la culture germanique, qui est commune à Vienne et aux Suisses, puisque c'est les deux appartenances politiques de Freud et de Jung, il y a donc dans ce bassin-là de recherche sur la nouvelle psychologie des traits communs et qui essaient de revenir, dans le fond, aux grandes intuitions de l'humanisme occidental, à la Renaissance. Et oui, en deçà même du romantisme allemand, pour le coup. Voilà, avec la médiation à la fois du romantisme allemand, côté poétique, philosophique, mais aussi avec toute l'évolution de la psychiatrie au XIXe siècle, qui a depuis longtemps essayé de découvrir justement le subliminal, tout ce qui est en dessous, effectivement, du seuil de la perception, que déjà un philosophe comme Leibniz avait commencé à mettre en avant. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est ces inventions, ces constructions qu'on va trouver chez les psychiatres et chez les psychologues à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Souvenons-nous qu'un philosophe comme Nietzsche est aussi souvent appelé un grand psychologue. Et il appelle d'ailleurs lui-même, Nietzsche appelle Stendhal un des représentants de l'école psychologique française. Absolument. C'est aussi un mot qu'il utilise. Absolument. Donc il y a là une sorte d'effervescence de nouveaux modèles d'analyse qui à la fois donc sont héritiers d'une tradition qui remonte jusqu'à la Renaissance et aux grandes théories de l'imagination, de l'imagination au sens du mot allemand Bildungskraft, qui n'est pas du tout traduit par le français imagination, qui est beaucoup plus neutre, qui est beaucoup plus opaque, alors que le terme allemand Bildungskraft, c'est vraiment une force qui consiste à produire de l'image, à inscrire des contenus de quoi, et on verra ça avec la notion d'archétype, des idées matricielles fondamentales. Et donc l'imagination est fondamentale dans ces nouvelles constructions. Alors moi, je suis pas persuadé que Jung était forcément le plus heureux en nommant les fonctions psychiques et en mettant l'accent sur ce couple dedans-dehors, tourné vers soi, tourné vers l'extérieur. Voilà. C'est devenu effectivement des points de passage obligés de la psychologie jungienne, mais personnellement, en tant que philosophe de cette période, je crois que c'est pas ce qu'il y a de plus classique, de plus fondé, de plus en tout cas, c'est certainement pas ce qui est le plus profond, loin s'en faut, dans la pensée de Jung. C'est simplement une porte d'entrée, mais qui est commune. Enfin, et ce sont des notions que l'on rencontre assez fréquemment. Donc, voilà. Par contre, Jung me semble aller beaucoup plus loin. Parce que chez Freud aussi, on a une métapsychologie qui consiste à essayer
découper dans la sphère psychique un certain nombre d'entités ou un certain nombre de niveaux. On a eu le conscient, le préconscient, l'inconscient, et ensuite on a toute la construction métapsychologique de la Première Guerre mondiale, avec le ça, le surmoi. Tout à fait. Mais je crois que Freud a été, sur ce plan-là, plus systématique, a été plus ancré dans une rationalité, finalement, de la psychologie. Par contre, je crois que Jung a été beaucoup plus heureux en essayant d'introduire une nouvelle logique des entités psychiques qui n'était plus marquée par le rationalisme, notamment de la causalité, mais qui sera marquée par cette caractéristique de tous les états psychiques d'être en position d'antagonisme et en position donc de donner naissance à des polarités. Et donc la notion du dynamisme polaire me semble être beaucoup plus important que les quatre fonctions ou même que la distinction de l'intérieur et de l'extérieur. Oui. Enfin, il y a évidemment cette invention fondamentale qui est une des grandes sources des malentendus de l'interprétation jungienne, qui est de référer l'ensemble des contenus psychiques à des sources matricielles, les archétypes. Voilà, alors ça on va en parler. Voilà. Je reviens à mon point de départ d'une certaine manière, mais vos propos m'incitent à y revenir. Alexandra Arcet, est-ce qu'on peut d'une certaine manière considérer qu'avec Freud, nous aurions un penseur donc rationaliste, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets bien entendu, mais en tout cas un homme qui n'est pas imperméable à une forme d'idéologie scientiste, à une idéologie de la science, et donc à une certaine rationalité. On a vu avec Françoise Bonnardel comment l'avenir d'une illusion évacue la question du religieux. Et Jung, comparativement donc, j'y songe en raison du titre de votre ouvrage, l'occulte, et Freud en disant, voilà, garder la théorie sexuelle, c'est le seul moyen de réfréner le déferlement de la vase noire de l'occulte. Est-ce que Jung est du côté, lui, d'une forme, alors je dirais pas d'ombre, parce que l'ombre, évidemment, c'est une notion jungienne qui a sa typologie, on l'évoquera éventuellement, mais est-ce que Jung, comparativement à Freud, est du côté d'une forme d'irrationalisme ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, et c'est ce qui différencie peut-être l'approche de Jung et celle de Freud, donc c'est-à-dire de la psychologie à la psychanalyse, c'est que Jung a tendance à croire que tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, de l'émotionnel, de l'intuition, pourrait se passer d'une interprétation et traduirait le rattachement de l'homme à une instance intelligente, transcendante, qui lui communiquerait des informations indubitables. Freud, lui, prend toujours du recul par rapport à cette dimension-là. Donc pour moi, c'est ce qui constitue l'essence, le cœur de la psychanalyse. C'est cette possibilité de pouvoir interroger ce qui nous semble instinctif, de montrer que même le pulsionnel doit être interrogé et que ce n'est pas parce qu'il nous semble fonctionner d'une manière naturelle qu'il traduirait quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité. Et donc je pense que, pour en revenir à la question de ce qui différencie, de ce qui a séparé Jung et Freud dès les premiers temps, c'est que leur vision du monde est radicalement opposée. Donc on a d'un côté Freud qui construit un rapport d'opposition entre des pulsions du moi et des pulsions d'autoconservation et des pulsions sexuelles. Et Jung qui procède à une projection libidinale universelle qui viserait à la construction ou à la réintégration d'une plus grande unité, certes différenciée, mais la possibilité d'une intégration totalisante. Et là, je pense que c'est vraiment le cœur de la rupture entre Freud et Jung, qui transparaît d'ailleurs dès les premiers temps de leur correspondance, puisqu'on peut voir que Jung se montre assez sceptique dès les débuts vis-à-vis de la théorie sexuelle, et qu'il essaye, je pense qu'il avait eu l'espoir de pouvoir convertir Freud à l'occultisme. Ah oui, à ce point-là. Il en parle dès les premiers temps, oui. Il ne s'en cache pas. Et d'ailleurs, Freud, à cette époque, travaillait aussi avec Ferenczi, qui était... que les questions de la transmission de pensée intéressaient beaucoup aussi. Donc dans les années 1908-1909. Et il avait proposé donc à Ferenczi et à Jung de travailler ensemble sur ces questions, lui ne voulant pas s'y mêler, puisque
je pense que son avis était déjà tranché sur la question. Et la collaboration entre les deux ne s'est pas très bien passée. Et ils se sont même séparés ensuite lors de la publication des Métamorphoses de la main. Donc Ferenczi a écrit une critique assez acerbe sur ce livre. Alors, on va se lancer, on va essayer, mais c'est une exploration délicate, évidemment, et assez complexe, dans la conception proprement jungienne de l'inconscient. Alors, vous avez, Alexandra Arcet, évoqué cette volonté d'unification, vous avez parlé, Jean-Jacques Wunenberger, de l'individuation, du soi, et des archétypes. Vous avez commencé également, Françoise Bonnardel, à évoquer ce moment crucial qui est la rédaction du Livre Rouge, et de cette plongée dans ses propres abîmes. Jung plonge dans ses propres abîmes. Alors précisément, ce Livre Rouge, qui est un moment, une étape cardinale dans l'évolution de Jung, d'abord quel est-il, et quelles sont les conclusions qu'il a pu tirer de cette exploration de son propre inconscient, et en quoi vont-elles évidemment contribuer à définir sa propre pensée de l'inconscient. Et Jung dira, lorsqu'il sera sorti de cette crise, c'est-à-dire dans les années 30 à peu près, il dira qu'il a rassemblé là, enfin que le destin lui a permis de rassembler là la matière première. Il parle même d'une lave incandescente à partir de laquelle il va bâtir toute son œuvre future. Et en particulier cet effort de théorisation qu'il va faire à partir de 1920 en écrivant les types psychologiques me semble être une volonté de rationaliser, de remettre dans des cadres ce qui avait fait exploser tous les cadres. Donc, il a raconté dans cette autobiographie qui est Ma vie, ce qu'a été sa confrontation à l'inconscient, et le Livre Rouge est l'histoire d'une exploration qui apprend à certains moments l'aspect d'une descente aux enfers, et qui, en tout cas, a été un tournant absolument capital dans sa vie, qu'il a théorisé par la suite en parlant de crise du midi de la vie, puisqu'il avait à peine 40 ans à ce moment-là, enfin tout juste, qu'il était au sommet il avait déjà une gloire considérable, une renommée considérable, il avait réussi, il était riche, il avait des enfants, enfin c'était un homme installé qui, tout d'un coup, voit voler tout ça en éclats. Donc c'est véritablement, c'était appelé à devenir ensuite, dans sa pensée, un moment décisif de l'existence, puisque c'est ce qui marque le début de la deuxième partie de la vie, c'est-à-dire du processus d'individuation. Voilà. Donc c'est très important du point de vue théorique même. Donc le Livre Rouge, c'est un document exceptionnel qui ne ressemble à rien de déjà connu, qu'il faut lire, je pense absolument, si on veut justement avoir une idée juste du trajet de Jung, de l'authenticité aussi de sa démarche, de sa capacité à affronter des situations extrêmes. Même si à certains moments il a cru qu'il allait perdre la raison et qu'il faisait peut-être un épisode psychotique. C'est un document absolument exceptionnel qui comporte des pages d'une extrême poésie. Ça, c'est un des communs d'écrivains aussi, c'est tout à fait étonnant. À partir duquel, dès les années 1916, il commence à élaborer, à mettre en forme ce que cette expérience lui a apporté. Alors c'est une expérience multiforme qui est à la fois une déstructuration de la personnalité, de la persona, de tout ce qui est la personnalité sociale. C'est la mise en scène sociale. Oui, le moi. Ouais, le moi dans ses dimensions sociales en particulier, c'est une exploration de l'ombre, de la rencontre avec l'ombre, enfin toutes les notions. C'est la part inférieure, la part sombre de la personnalité. C'est une rencontre avec l'anima aussi, en la personne de Salomé puis Sophia dans le Livre Rouge. Alors l'anima, par rapport à l'animus, là encore, ce sont des notions importantes. C'est la part féminine, c'est le féminin. Il y a un double sens, c'est-à-dire que en un sens, c'est la
c'est la figuration inconsciente du féminin dans la psyché masculine, et l'animus Inversement. voilà, inversement. Mais l'anima, c'est aussi une figuration de l'âme. Il y a cette dimension aussi. Ben, anima, ça veut dire âme en latin. Donc, c'est pas seulement cette figure féminine, c'est aussi cette figure féminine dans la mesure où elle est une figuration de l'âme et où elle remplit la fonction de l'âme qui est décisive dans la psychologie jungienne, hein, pas du tout dans les autres écoles psychologiques. Donc, jusqu'à l'âme du monde d'ailleurs. Hein. Oui. Personnellement, j'insiste beaucoup sur l'importance de ce livre rouge, qui a renouvelé d'ailleurs considérablement l'image qu'on se faisait de Jung, qui est un document, je le répète, exceptionnel et souvent d'une immense poésie, sur la nuit en particulier, sur le désert, il y a des choses absolument magnifiques. Et d'autre part, comment dire, c'est un document psychologique absolument exceptionnel, puisque c'est le récit en direct d'une déconstruction et d'une reconstruction, et doublé d'une interrogation extrêmement importante sur le religieux. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Jean-Jacques Wennerberger, Alexandra Arcet, sur cette importance fondamentale du livre rouge et sur la part précisément de l'imaginaire, des images de la Bildung, justement, dont vous parliez. C'est un ouvrage clé de ce point de vue-là? Bien sûr, mais on voudrait quand même rappeler qu'on a une connaissance assez tardive de ce document, et que donc l'histoire du jungisme en France n'est pas du tout liée à cet opus très personnel, à cette introspection d'une véritable bouffée délirante à certains moments, enfin presque psychotique probablement. Et ça pose un double problème, c'est celui de la réception en général de Freud. Et ce que nous sommes en train d'en dire est déjà lié vraiment à une évolution très contemporaine de la réception de Jung en France, qui n'était pas du tout la même il y a quelques décennies. Et ça pose aussi le problème du style de travail que propose Jung, à la fois en tant que clinicien, thérapeute, et en tant que théoricien, et en tant que spéculateur, parce qu'il y a quand même dès le début une ambition chez lui de comprendre des choses que Freud n'a jamais osé aborder, parce qu'il avait une formation beaucoup plus physicaliste, beaucoup plus organiciste. Mais du coup, se pose la question du statut finalement du travail jungien, parce qu'il est tantôt très, on l'a dit, Jung est un empiriste, il est beaucoup plus pragmatique que Freud, qui lui, marqué quand même par une culture juive du concept, est plus proche effectivement de modélisation, de construction souvent assez durcie par le vocabulaire, etc. Alors que chez Jung, il y a effectivement une recherche du fait, une recherche du vécu et sa propre expérience terrible d'une certaine manière, comme l'illustre le livre rouge. Mais de l'autre côté, donc on a pu dire Jung bricole un peu l'expérience, il n'a pas assez de culture académique pour théoriser, et de l'autre côté, on va justement lui reprocher de faire des spéculations supra-psychologiques, métaphilosophiques, religieuses, mystiques, parce qu'effectivement, son voyage à l'intérieur de lui-même, avant même qu'il ne puisse l'extérioriser sous forme visuelle et textuelle, ce voyage lui a montré l'unité profonde du psychisme et le fait qu'on ne peut pas limiter le psychisme justement à une entité intermédiaire, puisque le psychisme est la voie royale. Alors Freud disait le rêve est la voie royale, mais chez Jung, effectivement, l'imagination est la voie royale qui nous amène depuis l'expérience la plus immédiate jusqu'aux spéculations de la gnose, du bouddhisme, de l'alchimie, de l'hermétisme, voilà. Bien entendu. Donc c'est pour nous une œuvre difficile
classer d'une certaine manière. Et en ce sens, je pense que la place du livre rouge est à la fois décisive pour renouveler la connaissance et en même temps risque d'être fatale à un certain nombre de curiosités qui vont considérer que ce livre-là dessert Jung. Alors, si l'homme, la femme, peu importe, ne se résume pas à un moi qui est constitué, qui peut être défini, compris avec ses zones d'ombre, disons à une individualité simplement, mais si cette expérience-là ouvre Jung, entre autres, mais nous tous, d'une certaine manière, dans nos expériences plus personnelles, à une dimension autre, à une dimension collective. Quelle est cette part collective de la psyché d'après Jung, ce qu'on appelle donc cet inconscient collectif, cette ouverture au monde religieux, cette ouverture au monde du rêve, certes, mais aussi au monde des mythes, au monde des symboles. C'est aussi cela qu'il a rencontré dans le livre rouge? Ben, pas seulement dans le livre rouge. On peut dire que la démarche de Jung est comment dirais-je, ce sont des allées et venues constantes entre l'observation empirique et ce que Jean-Jacques nomme la spéculation. Moi, je dirais plutôt que spéculation, qui peut avoir un aspect quand même assez péjoratif, parce que coupé de l'expérience, c'est plutôt ce qu'on nomme dans la psychologie jungienne l'amplification. C'est-à-dire, au fond, il s'est aperçu que dans les visions, dans les rêves de ses patients, et dans les siens propres aussi, apparaissaient des figures, des images, doté ce qu'il nommera à la suite de Rudolf Otto le lumineux, donc on peut dire qui ont une très forte radiation, qui marquent profondément la psyché, et que ces images, comme par hasard, il pense les retrouver dans ce qu'il lit parallèlement. Donc les deux sont constamment en dialogue. Il lit les alchimistes surtout à partir des années 1929, la gnose un peu avant et puis après à nouveau. Donc il se nourrit d'un certain nombre de récits pour vérifier, je dirais, le statut de l'image telle qu'il la voit dans les rêves et les visions de ses patients. C'est plutôt comme ça, moi, que je verrais la chose. Maintenant, la question du caractère collectif de ces images, sans être trop longue, je crois qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par collectif, parce que ça, il y a un grand malentendu, à mon avis. Si on entend collectif au sens ce qui est propre à une collectivité donnée, c'est un premier niveau qui souvent ne s'apparente simplement qu'à des traditions culturelles, voire des mentalités communes, etc. Mais l'inconscient collectif, ça va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus profond. Et on en vient aux archétypes. Là. Voilà, donc on en vient à une forme d'universalité peut-être, hein, en direction de laquelle il se met en quête. Et cette universalité, je pense évidemment à la notion de tradition, mais là c'est un regard plus singulier, parce que on arrive vers la question de l'universalité métaphysique. Et donc on entre dans un domaine dans lequel Jung s'est toujours défendu de rentrer, puisqu'il considérait que son travail précisément avait une part d'empirisme et qui n'avait pas à se prononcer sur des questions directement métaphysiques et a fortiori théologiques, bien entendu. Cet inconscient collectif, cette forme d'universalité, Alexandra Arcet, elle se manifeste comment soit dans les lectures de Jung, on a commencé à en parler, mais au-delà dans le regard que Jung porte sur les différentes traditions humaines. J'ai tout à l'heure rappelé qu'il avait été un grand voyageur, l'Inde, bien sûr, l'Afrique, le monde américain. Qu'est-ce qu'il y rencontre? Est-ce qu'il s'y retrouve finalement lui-même? Est-ce qu'il trouve une âme collective, une âme du monde qui trouverait à s'exprimer donc de différentes manières chez des individus? Comment ça fonctionne, cette articulation de l'individualité ou de la singularité et de l'universalité du collectif dans la lecture de l'inconscient jungien? Je crois qu'il était surtout à la recherche de correspondance.
puisqu'il faut différencier l'archétype et l'image archétypique. Donc, quand il s'imprègne de culture étrangère, c'est pour retrouver des images archétypiques qui correspondent à un archétype, c'est-à-dire une matrice prête à recevoir un certain type de comportement ou de réactions qui sont propres à l'être humain. Donc il y a quelque chose d'assez peu poétique finalement, si on remonte vraiment à l'origine de ce qu'est l'archétype. C'est une sorte de structure c'est vide. Oui, c'est vide. Ensuite, Jung a fait le travail d'essayer de catégoriser ces différents types d'expériences qui correspondent à des archétypes. Et j'ai l'impression que son rapport au monde s'est tissé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'à partir de cette catégorisation du monde qu'il a effectuée, il s'est rendu disponible pour percevoir dans le monde ce qui pouvait correspondre à ces images archétypiques. Et ensuite, il a procédé à cette méthode de l'amplification pour, à partir d'un motif, voir toutes les occurrences, variations, nuances qu'elle pouvait trouver dans d'autres cultures. Et on revient un petit peu aussi au travail qui était celui du livre rouge, puisque, à mon avis, le livre rouge, ça a vraiment été son expérience d'auto-analyse, si on peut dire. Donc il y a procédé tout seul, dans son coin, pendant des années. On rejoint un petit peu aussi ce qu'il a écrit dans les types psychologiques, puisque les types psychologiques ont été écrits d'une certaine manière pour justifier les différences qui existaient entre lui et Freud. Donc il considérait que Freud était une personne extravertie qui était tout le temps dans le lien avec l'objet, d'où la théorie de la sexualité. L'auto-analyse de Freud qu'on dit avoir été menée dans les échanges avec Fliess. Jung, lui, a mené son auto-analyse dans l'écriture, en contact avec des textes traditionnels et en contact avec son imaginaire également. Et il a procédé à un travail qui est plus proche cette fois de l'analyse que de la psychologie, puisqu'il a essayé de d'élaguer de son imaginaire, de son discours, tous les... Je vais emprunter le mot qui a été popularisé par Jacques Lacan, ce mot de signifiant. Puisque l'archétype, à mon avis, a des résonances avec le signifiant dont parle Jacques Lacan. Et en procédant à l'écriture du livre rouge, il a essayé d'élaguer vraiment tous ces signifiants qui le parasitaient, qui ne lui appartenaient pas, pour les remplacer par des signifiants qui pourraient vraiment avoir une relation intime avec lui, d'une certaine manière. Donc il a emprunté à différentes cultures des symboles, des images qui entraient en résonance avec son propre vécu, pour créer une forme de fantasmagorie, de poésie tout à fait personnelle, pour épurer son discours de toutes les scories du langage, du langage ambiant et trouver une sorte de nouage qui lui permet de tenir plus fermement sur Terre, tout en étant connecté à une sorte d'imaginaire collectif. Ce mot de connexion est important, parce que quand on parle de connexion, on pense évidemment aux synchronicités, qui sont aussi une des grandes notions jungiennes, à cette conception du temps, à ce moment où finalement ce qui survient et qui fait sens précisément. Vous parliez du signifiant, là, on utilise une conception du signifiant qui est un peu plus classique, du signifiant lacanien, mais là aussi cette relation de Jung avec le temps, avec la temporalité, avec peut-être avec l'éternité même, quelle est-elle? Est-ce qu'on peut dire que la succession des époques, des périodes, finalement est presque accidentelle, l'histoire est presque accidentelle, et que ce qui domine pour Jung, c'est une vision vous avez parlé, Françoise Bonnardel, de numineux. Mais est-ce que c'est une forme de divinité qui est, même si il n'entre pas, donc encore une fois, dans le domaine de la théologie ou de la métaphysique, mais est-ce qu'il en vient d'une certaine façon, au moins au seuil de la question de Dieu, d'après vous? Oui, ça bien sûr, mais la question du temps que vous évoquez d'abord, je crois qu'elle est résumée dans ce passage de ma vie où il dit que sa vie a été très pauvre en événements extérieurs,
il exagère quelque peu, parce que tout de même, il n'a pas eu une vie inintéressante, socialement parlant, mais que par contre, c'est la vie intérieure, c'est l'intériorité qui a été déterminante chez lui. Et je crois qu'on peut lui reconnaître l'immense mérite d'avoir justement montré que l'intériorité n'obéit pas au même temps, au même tempo, au même rythme. Et qu'il y a donc une rythmicité propre. Bergson ou Bachelard auraient parlé de durée, sans doute. Il y a une durée intérieure qui n'est pas du même ordre que la chronologie extérieure. Ça, c'est un premier point. Ce qui veut dire que, et ça rejoint aussi l'introversion, effectivement. Bon. Maintenant, les phénomènes de synchronicité, c'est une autre affaire. Disons qu'il a été très tôt sensibilisé au fait qu'à partir du moment où on se dégage de la chronologie extérieure pour épouser le tempo intérieur, eh bien, les événements s'inscrivent dans une double dimension. Enfin, ce que l'on vit s'inscrit dans une double dimension. Je dirais pour ma part que c'est à la fois l'aion et le kairos. C'est-à-dire, mais pas chronos. Alors voilà, donc l'aion, le kairos. Alors, disons que c'est à la fois l'inscription dans une durée longue, Oui. qui peut se rapprocher du sentiment d'éternité. Grâce en particulier à la confrontation avec les archétypes et les grandes forces lumineuses. Mais c'est en même temps la perception de ces moments, kairos, des moments opportuns, dont les synchronicités sont l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un événement extérieur surgit en résonance intime avec un événement intérieur ou avec une disposition d'esprit intérieur, et que cet entrechoc fait sens. Bon, en gros, ça revient à ça. Pour celui qui le vit. Pour celui qui le vit, et en général, si vous voulez, ce type d'événement se produit quand on est engagé dans un chemin d'individuation. Parce que autrement, si on est resté, je dirais, dans la temporalité ordinaire, il y a peu de chances que ça se produise, ou en tout cas, on n'y fait pas attention. Donc il y a ça, je pense qu'il faut prendre en compte, si vous voulez, cette modification du rapport au temps dans un double sens, qui est à la fois une réceptivité à l'instant et une inscription dans une durée qui peut évoquer l'idée d'éternité. Maintenant, l'idée de Dieu, c'est évidemment c'est autre chose, et en même temps, c'est le prolongement de ce type d'expérience. Alors, ce processus d'individuation, qui est effectivement l'un des cœurs nucléaires de la pensée de Jung, quel est son rapport, s'il en a d'ailleurs, avec le chemin initiatique ? Est-ce que l'individuation, c'est-à-dire le fait de devenir soit, non pas au sens, alors avec un S majuscule, mais au sens le plus banal du terme, d'avoir récupéré en soi, d'avoir reconnu son ombre, d'avoir reconnu son animus pour une femme, son anima pour un homme, etc. Donc ce processus de constitution de soi et d'ouverture en même temps à une dimension qui est beaucoup plus vaste. Est-ce que cela relève de la quête initiatique ? Je me pose la question parce que Jung était très familier des mythes, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose d'arthurien dans la quête de Jung ? Mais je pense qu'il faut rejoindre la question de la temporalité en général, parce qu'effectivement, la modernité, qui est l'arrière-plan culturel finalement de toutes les psychologies, les psychiatries du XIXe siècle, est dominée par le modèle scientifique. Et donc, finalement, le temps de la matière, le monde de la physique, de la chimie, etc. Or, il y a eu effectivement une psychologie réductionniste qui a essayé de comprendre la vie psychique sur le modèle de la temporalité linéaire et de la temporalité causale. Or, Jung est soucieux justement à la fois de rompre avec ce modèle-là et de retrouver la véritable temporalité de la vie psychique ou d'une réalité panpsychique,
tout en essayant d'enrichir déjà, au contact des sciences nouvelles, la temporalité du monde physique. C'est le grand débat, justement, de la synchronicité. Avec Pauli. Avec Pauli, nouveau théoricien du temps de la matière, etc. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir que cette temporalité psychique, en tant qu'alternative au temps linéaire du monde physique, rejoint une vieille tradition qui remonte jusqu'à Héraclite, avec une temporalité justement faite de ces allers-retours, remonte à la temporalité dialectique qui a connu ses premiers grands développements dans la pensée mystique rhénane avec Eckhart et Böhm, et qui s'est prolongé ensuite dans les grandes dialectiques de la métaphysique allemande, jusqu'à Hegel, Schopenhauer, etc. Et le concept fondamental, je crois, pour essayer de typifier cette temporalité, c'est le terme de métamorphose. C'est la métamorphose qui est justement un processus par lequel une réalité s'enrichit temporellement et donc change, tout en restant effectivement informé par les conditions initiales. Donc c'est à la fois du même et de l'autre. Et c'est la différence avec un temps immobile ou un temps répétitif de la physique, ou un temps brutalement chaotique qui serait celui des mutations. Or, je crois que ce terme de métamorphose est très important, parce Jung le rencontre justement dans d'autres domaines de la culture, dans la vie mystique, dans les processus alchimiques, bref, dans l'ensemble des œuvres de l'imagination. Et c'est ça qui, je crois, va conditionner ensuite l'autocompréhension de la vie de chacun. C'est-à-dire, comment puis-je me métamorphoser moi-même, c'est-à-dire rester une identité, tout en essayant de m'enrichir, en intégrant la totalité des réalités particulières. Et je crois que cette option-là, cette visée-là, est une visée à la fois de différenciation et de totalisation. Comment faire pour que je puisse à la fois être tout et un? Et c'est une quête qui n'est pas d'origine jungienne, qui n'est même pas d'origine psychologique, qui est une quête métaphysique et religieuse. Et vous avez tout à fait raison, Jung va la retrouver effectivement dans les grands rites initiatiques en Afrique, en Asie, chez les Mexicains, etc., ce qui va corroborer justement l'importance qu'il va lui accorder, comme étant finalement notre forme de destin ou de destinée personnelle. Oui, au fond, il contribue à une forme d'augmentation on a presque envie de dire que l'enjeu, mais je ne sais pas si c'est peut-être un peu excessif, mais Jung, me semble-t-il, est souvent en train de nous dire ce que vous prenez, votre humanité, est bien plus vaste et bien plus large que ce que vous pensez, et vous devez, à un moment ou à un autre, prendre conscience d'une forme de divin en vous, enfin, à tout le moins, d'ouverture au divin. Oui, il parle d'ailleurs beaucoup de complétude, de plénitude et de complétude. Et l'individuation, c'est ce chemin qu'il associe d'ailleurs explicitement dans une lettre, quand il dit en 1934 à un correspondant que l'exploration de l'inconscient ne fait jamais que reprendre le vieux chemin de l'initiation. C'est écrit en toutes lettres. Voilà. Donc il est très conscient de ça. Mais cette image, tout à fait, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est ce chemin de complétude et de plénitude qu'il préférait à l'idée de perfection. Oui, bien sûr, c'est différent. Grâce à l'intégration de l'inconscient. Donc ça veut dire ombre et anima ou animus, bien sûr. Le soi, c'est une figure de la totalité. Mais pas dans un sens totalitaire. Bien sûr. Voilà, c'est important. C'est pas une mégalomanie, c'est pas une inflation du moi. Bien sûr. C'est une déconstruction du moi. Jung parle de la défaite du moi. C'est une déconstruction du moi qui doit rester néanmoins existant. Il ne s'agit pas de le nier ou de chercher à l'éliminer, mais il n'a plus la même fonction dans une totalité dont il n'est plus le centre. Oui, d'ailleurs, le moi doit être aussi, en un sens, un moi trop affaibli
peut laisser la barrière, enfin peut faire en sorte que le déferlement de la folie le submerge, hein, bien sûr. Tout à fait. Alors le temps passe, bien sûr. On n'a rien dit de l'homme Jung, mais vous ayant écouté, on a fait référence à ce qu'il pouvait y avoir d'empirique et presque de bricoleur chez lui. Un mot peut-être sur le Jung de Bollingen, la demeure de Jung. Ça ne me paraît pas insignifiant, loin s'en faut. Le Jung tailleur de pierre. Le Jung qui va créer une harpe éolienne dans sa demeure, hein, de manière à pouvoir entendre les sons musicaux des halls du vent, donc cette musique des sphères peut-être aussi. L'homme Jung, j'allais presque dire le poète, hein, vous avez fait référence à l'écrivain aussi, Françoise Bonnardel, mais comment pourrait-on le comprendre? Comment pourrait-on le décrire? Cette conciliation du médecin psychiatre, très sérieux, cet homme-là, et puis cet homme qui n'est pas moins sérieux dans cette quête initiatique précisément, et qu'il a construit matériellement, qui se heurte et qui se confronte avec la réalité elle-même, et qui l'ouvre donc à travers cette musique éolienne à un au-delà. Quel regard portez-vous sur l'homme Jung, tout simplement? Vous savez, le symbole de la construction est quand même un symbole extrêmement universel, et surtout en Occident. Et je rappelle que déjà chez les Grecs et peut-être chez les Égyptiens, il y a un lien fondamental entre la sagesse et l'architecture. L'architecture est une manière extérieure de créer une œuvre. Et d'une certaine manière, le trajet psychologique de l'individuation, c'est un travail de construction. Vous avez dit l'initiation, mais c'est aussi une construction. Ce qu'on va retrouver dans la grande tradition de la maçonnerie occidentale, qui relie effectivement le spéculatif et l'opératif. Donc, je crois que ceux qui découvrent Jung sont frappés effectivement par l'importance qu'il a accordée lui-même à cette maison, qui est d'une certaine manière un espace intérieur autant qu'un espace extérieur. Oui, on retrouve cette à la fois confrontation de l'extraversion et de l'introversion, mais leur dépassement et leur unification. Alexandra Arcet, sur l'homme Jung également, vous avez un regard particulier. J'aimerais dire que je ne pense pas qu'on puisse faire de la méthode, de l'individuation telle que Jung l'a décrite, une méthode justement qui pourrait être appliquée indifféremment par chacun. Et c'est malheureusement la manière dont son œuvre nous est transmise aujourd'hui, c'est qu'on s'attache beaucoup aux différentes étapes de l'individuation telle qu'il l'a définie, donc avec la persona, l'ombre, l'anima, qui en fait sont des mots que Jung a trouvés pour qualifier les différentes étapes de réflexivité qu'il a été amené à découvrir en menant son œuvre, en écrivant le livre rouge, par sa vie même. Et je pense que c'est des personnes qui auraient envie de connaître l'expérience qu'a vécue Jung devraient commencer par s'en émanciper, c'est-à-dire par oublier d'une certaine manière toutes ces différentes étapes qu'il a définies et ne pas s'attendre à retrouver les mêmes choses que lui. Puisque pour lui, la persona, l'ombre, l'anima, c'était des choses qui avaient véritablement une dimension signifiante, mais ce n'est peut-être pas celle qui pourrait parler à chacun ou qui aurait vraiment une dimension importante à surmonter pour arriver à avoir plus de recul sur son être et sur son rapport au monde. Et après, pour émettre un petit bémol peut-être un peu plus critique sur l'œuvre de Jung également, j'ai parfois eu l'impression que la description de ce parcours de l'individuation, lui, a servi à justifier certains faits et actes de sa vie qui n'avaient peut-être pas de rapport finalement avec cette théorie. Alors ça, ce sera peut-être pour un second épisode de nos rencontres. Merci beaucoup Françoise Bonnardel, merci beaucoup Jean-Jacques Hunenberger, merci beaucoup Alexandra Arcet. J'espère que l'on vous aura donné envie d'explorer l'œuvre de Jung et pourquoi pas de partir à la découverte de votre propre psyché avec Jung ou avec d'autres. En tout cas, de notre côté, l'aventure continue. Merci beaucoup et à très bientôt.